Quand on pense à l'Empire perse, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Très souvent, c'est l'image d'un empire, disons, despotique, un peu barbare, un énorme adversaire pour la Grèce qu'on imagine, elle, civilisée. Mais cette image, qu'on a surtout héritée des Grecs, est-ce qu'elle colle vraiment à la réalité? Pour le savoir, on va devoir aller voir un peu plus loin que les récits grecs et essayer d'écouter ce que les Perses, eux, avaient à nous dire. Pour bien piger comment les Grecs voyaient les Perses, il faut d'abord comprendre un de leurs concepts clés, celui du barbare. Et le cyclope d'Homère, c'est vraiment l'archétype parfait. C'est un être qui vit complètement en dehors des règles, de la civilisation, de la religion. Il ne respecte rien, ni les dieux, ni les traditions. En gros, il incarne le chaos face à l'ordre du monde grec. Et voilà, c'est cette image du cyclope, de cet autre un peu sauvage qui a été projetée sur les Perses. La question c'est comment est-ce que l'Empire perse se voyait lui-même? Pour le découvrir, il va falloir mettre ce stéréotype face à ce que les Perses nous ont laissé. Allez, on commence par le sommet de la pyramide, le roi. Les Grecs en ont fait le portrait d'un tyran décadent, noyé dans le luxe. Mais que nous dit l'idéologie perse sur son vrai rôle? Ça, c'est le stéréotype grec dans toute sa splendeur. Le grand roi est dépeint comme quelqu'un d'efféminé, enfermé dans son palais luxueux, complètement coupé du monde et ramolli par les plaisirs. C'est une vision qui insiste vraiment sur sa faiblesse morale, son incapacité à être un bon dirigeant. Sauf que ce cliché est en totale contradiction avec la vision officielle des Perses. Pour eux, le roi, ce n'est pas du tout un despote isolé, c'est l'élu, l'agent sur terre du dieu suprême, Ahura Mazda. Il reçoit son pouvoir directement de lui, ce qui lui donne une légitimité quasiment sacrée. On a donc une opposition totale, frontale. D'un côté, la caricature d'un tyran qui ne suit que ses envies, de l'autre, le portrait d'un souverain qui a une mission divine, faire régner l'ordre et la vérité sur terre. Ce sont deux visions du pouvoir qui sont complètement irréconciliables. Et cette opposition, on la retrouve aussi dans la façon de voir l'Empire lui-même. Est-ce que c'était juste un territoire maintenu par la force brute, ou est-ce que ça reposait sur une organisation bien plus complexe? Quand on regarde les faits, c'est assez surprenant. Ce qui est intéressant, c'est que même Hérodote, qui est une source grecque et donc souvent critique, ne peut pas s'empêcher d'admirer l'efficacité de l'administration perse. Le service de messagerie royale, l'Iguereion, c'était un système logistique d'une sophistication incroyable. C'est le symbole d'un État très bien organisé, capable de communiquer à travers un territoire immense. Et cette organisation, on la voit aussi dans la gestion des populations. Les archives administratives, comme les fameuses tablettes de Persépolis, nous montrent que les grands chantiers n'étaient pas juste l'affaire des Perses. Non, c'était une main-d'œuvre multiethnique venue de partout. L'Empire intégrait activement tous ces peuples. 702. Ce chiffre peut paraître anodin, mais il est incroyablement précis. En 498 avant notre ère, sur un seul site, Matizis, on a des tablettes qui enregistrent la distribution de rations à 702 travailleurs de l'État. Ça, ce n'est pas le portrait d'une économie de pillage, mais bien celui d'une bureaucratie très méticuleuse. En fait, ce système était bien plus qu'une simple poste. C'était littéralement le système nerveux de l'Empire. Il permettait au roi de donner des ordres, de recevoir des infos et de garder le contrôle sur ces territoires immenses. Encore une preuve de sophistication, bien loin du cliché de la barbarie. Bon, maintenant, passons à un autre cliché tenace, l'armée perse. On la voit souvent comme une horde immense mais indisciplinée qui se fait balayer facilement par des Grecs bien supérieurs. Mais cette image qu'on a des guerres médiques, est-ce qu'elle tient vraiment la route? C'est la question clé. L'idée reçue, c'est que les Perses ont été totalement surpris, désemparés face à la phalange hoplitique grecque. Mais est-ce que c'est vraiment plausible? En réalité, pas vraiment. Les historiens aujourd'hui soulignent que les Perses avaient déjà combattu des armées de style hoplitique, notamment pendant la révolte de l'Ionie, juste avant l'invasion de la Grèce. Ils n'étaient ni naïfs, ni ignorants de la façon de se battre des Grecs. Loin d'être une masse uniforme, l'armée perse était le reflet de la diversité de l'Empire. Elle tirait sa force des spécialités de combat de tous ses peuples. C'était une armée composite, qui pouvait adapter ses stratégies en fonction des troupes qu'elle avait sous la main. Et l'image officielle renforce cette idée. Sur les pièces de monnaie ou les sculptures, le roi n'est pas un souverain qui se prélasse, c'est le guerrier ultime, un chasseur de lions, un archer d'élite. C'est l'image d'une monarchie avec une idéologie profondément militaire. Alors, si les preuves archéologiques et les sources perses dessinent une réalité bien plus complexe, pourquoi le stéréotype du Perse barbare est-il si tenace ?
Eh bien, on touche au cœur du problème. L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, ou en tout cas par ceux qui ont laissé le plus de texte. Et dans ce cas précis, le récit a été complètement dominé par les auteurs grecs, qui écrivaient évidemment sur leurs ennemis. Les historiens modernes le reconnaissent sans détour. Les textes anciens qu'on lit sont souvent de la propagande. Ils cherchent à mettre en valeur la victoire grecque en peignant l'ennemi comme moralement inférieur, lâche, décadent. Le fossé devient alors énorme et évident. D'un côté, une histoire racontée par des étrangers, par des rivaux. De l'autre, une réalité qui ressort des documents de l'Empire lui-même, ses inscriptions, ses archives, son art. Pour avoir une vision complète, il est absolument essentiel de croiser les deux. Au final, le cas de l'Empire perse nous invite à une réflexion bien plus large. Il nous rappelle que l'histoire, ce n'est jamais juste un récit des faits. C'est une construction. Et se demander qui raconte l'histoire et pourquoi, c'est peut-être la question la plus importante de toutes.